Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde dédiée à la passion de collectionner. Je souhaite la bienvenue en particulier à l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur nouveau élu de Suisse en France. Bienvenue. Notre entretien se consacre à la question comment l'héritage d'une collection peut être développé, parfois pendant des générations, et notre entretien va traiter des aspects de la politique culturelle suisse et de leur influence sur les collections et les collectionneurs. J'ai l'honneur de vous présenter les intervenants de cette table ronde. Je souhaite la bienvenue à Madame Barbier-Müller. Vous êtes collectionneur d'art contemporain et d'art moderne, ainsi que d'art tribal. Et vous êtes, je dirais, le spiritus recteur d'une collection de peintures autour de 1900, en coopération avec votre mari Jean-Paul. La collection prend son origine aux collections de votre père, Joseph Müller, mais vous et votre mari, Jean-Paul, ont rendu cette collection beaucoup plus importante et l'ont élargie envers le contemporain. Je voudrais aussi nommer la fondation du musée Barbier-Müller en 1977 à Genève, qui présente une grande partie de la collection des arts tribaux, dans des expositions temporaires aussi. J'ai l'honneur de vous présenter M. Jean Bonnat, genevois de naissance, banquier et collectionneur, avec une volonté extraordinaire de construire, je dirais, un univers propre de littérature et d'art. D'abord une bibliothèque de livres anciens, puis une collection de dessins du XVe ou XVIIIe siècle, en partie au XIXe siècle même au XXe, oui, que l'on peut nommer un des plus importants du monde. Il était exposé, entre autres, au Metropolitan Museum à New York et à la National Gallery à Édimbourg. Jean Bonnat publie des catalogues scientifiques sur cette collection. Déjà parus sont les catalogues de l'art italien et de l'art nordique. En plus, il s'engage comme mécène pour l'École des Beaux-Arts à Paris. Et il y a encore d'autres engagements, et je note bien qu'il vient d'être élu comme président de l'Association internationale des bibliophiles. Et je souhaite la bienvenue à M. Bernard Anlaser et aussi en particulier à sa femme, Mania. La collection de Bernard et Mania Anlaser a son origine dans l'activité de ses grands-parents, Arthur et Edith Anlaser-Bühler, le couple docteur qui a vécu à Winterthur, pas loin de Zurich, a collectionné surtout l'art français, Bonnard, Vuillard, Vallotton et d'autres nabis, puis Matisse, Rouault, Marquet, Redon. Je pense inspiré surtout par Redon. Vous avez élargi la collection avec des surréalistes comme Magritte, Max Ernst, les Suisses Meret Oppenheim ou Serge Prignoni, puis avec des contemporains comme César Kunelis ou Franz Kersch. Comme juriste et comme ancien vice-secrétaire du département de l'Intérieur, puis comme ancien directeur de la surveillance des fondations suisses et comme ancien président de l'Association des collectionneurs suisses, vous êtes notre spécialiste dans ce rôle, notre spécialiste pour le système culturel suisse. Pour me présenter moi-même, je suis Roger Fayet, directeur de l'Institut suisse pour l'étude de l'art et président d'ICOM Suisse. Je me réjouis de discuter avec vous pendant 1 heure à peu près. Après, on va ouvrir la discussion vers le public. Je vous l'annonce déjà maintenant pour que vous ayez la possibilité de réfléchir aux questions que vous auriez envie à poser à nos intervenants. Madame Barbier-Müller, pour le site web du festival, on vous a demandé d'envoyer un visuel qui représente votre collection. Vous avez choisi ce portrait d'une jeune femme peint par Kuno Amiet. Pourquoi ce tableau? Ce tableau a une importance particulière parce que je l'aimais depuis que j'étais enfant.
Et j'ai eu un père extraordinairement actif dans le monde de l'art, mais extrêmement silencieux. Je ne savais rien de ce tableau jusqu'au moment où m'étant mariée et me trouvant dans un appartement au mur vide. Je me suis dit que ce n'était pas possible, je n'avais pas l'habitude de vivre comme cela. Je suis donc allée voir mon père et je lui ai demandé d'avoir la gentillesse de me prêter quelques tableaux. Il a accepté tout de suite et il m'a dit simplement « Je n'aimerais pas que tu prennes des tableaux qui sont accrochés parce que vous savez, ensuite pour refaire un accrochage, il y a quelque chose qui manque, c'est gênant. » Et je connaissais ça, j'ai accepté tout de suite. Je lui ai dit, bien entendu, je prendrai les choses que tu n'accroches pas pour des raisons X. Mais il y a quand même une exception, j'aimerais bien voir ce tableau-là que vous voyez maintenant. Alors là, il m'a dit, ah, tu sais, c'est un tableau qui pour moi a une importance exceptionnelle. Est-ce que tu sais ce que ça signifie pour moi? Je lui ai dit, beau tableau, je pense, oui. Et il m'a dit, non, c'est le premier tableau que j'ai acheté. Et c'est un tableau d'un peintre connu en Suisse, ici aussi, pour qui s'intéresse un peu à la peinture au dehors des frontières suisses. Vous savez, parce qu'il y a eu une très grande rétrospective de Hodler, que nous avons eu un peintre qui était véritablement le champion de sa génération, Ferdinand Hodler, qui a été exposé au musée d'Orsay dans des conditions particulièrement réussies. Je voulais dire que c'était particulièrement beau et j'espère que quelques-uns d'entre vous l'ont vu parce que c'était vraiment une découverte pour moi aussi. Mais ce Ferdinand Hodler a eu un concurrent, mais en même temps aussi un suiveur, qui était donc Kuno Amiet, qui avait 15 ans de moins que lui. Et ça, c'est un des premiers tableaux qu'il a fait, qui avait été exposé par hasard, puis-je dire, pour mon père, dans une salle de concert qui se trouvait en face de notre maison à Soleure. Soleure, qui est une ravissante petite ville baroque que je vous recommande vivement, à 30 km de Berne. Les Bernois n'en parlent jamais, mais moi j'en profite là. Et c'est vraiment très facile d'accès. Et c'est une ravissante ville qui est jolie par elle-même et qui a un très beau musée. Alors, dans ces salles aussi de concert qu'il y avait à côté, il y a donc eu cette exposition de ce Kuno Amiet. Et mes deux tantes, les sœurs de mon père, étaient devant ce tableau, très admiratives. Mon père est arrivé à trouver aussi que c'était formidable. Il avait 20 ans et il s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce que je ferais d'un tableau? Et ces deux sœurs lui ont dit, mais c'est idiot, tu n'as qu'à l'acheter, c'est facile, tu es étudiant, tu mets ça dans ta chambre d'étudiant. Enfin bon, il s'est laissé convaincre et ça a été donc le premier tableau de sa collection en 1907. Et vous voyez, nous l'avons encore. Alors évidemment, je dois dire que ça lui donne une valeur particulière, sentimentale certainement aussi, mais sur le simple plan pictural, vous vous rendez compte que c'est un tableau qui est aujourd'hui encore moderne. C'est évidemment qu'il est peut-être plus conventionnel que ce que l'on fait dans certains cas, mais malgré tout, je vous assure que moi je l'accroche suivant les jours et les heures. Suivant les occasions, je l'accroche dans des endroits différents. Il a à s'accommoder d'autres voisinages. Et c'est aujourd'hui encore un tableau qui tient toute sa place, qui a toute sa valeur et que j'aime énormément. Monsieur Enlace, vous avez envoyé comme visuel cette photo prise dans votre maison à Berne. Qui et que voyons-nous sur cette photo? Vous voyez, pour le général, le résultat d'une activité de collectionneur que ma femme et moi, pendant 45 ans, ont fait. Vous avez déjà entendu, on est entouré d'un côté des tableaux qu'on a hérités des parents. Alors, quoi faire dans cette situation si on a quand même envie de collectionner, mais si on n'a pas l'argent? Nous avons commencé avec les lithographies. On a acheté l'École de Paris. On a acheté des lithographies de toutes sortes d'artistes suisses mondiaux, un peu partout. Et nous avons assez vite vu que Odilon Redon, qui était très bien représenté dans la collection de mes parents, nous a laissé une influence du symbolisme. On est arrivé au surréalisme. Et c'est comme ça, vous voyez sur ce tableau, vous voyez Magritte,
Vous voyez Meret Oppenheim. Nous avons aussi Max Ernst. Nous avons Bottas. Donc, c'était un premier pas. Et c'est le résultat de ce pas-là, mais en même temps, il y a encore un artiste contemporain. Et c'est effectivement parce qu'on a demandé aussi un peu dans le programme de dire d'où viennent au fond les inspirations de collectionneurs. Et en Suisse, presque tous les collectionneurs ont été ou sont dans un poste d'un musée. C'est presque impossible de ne pas être, ou ils ont leur propre musée. Alors, comme ça, j'étais 36 ans à la Kunsthalle de Berne, qui est très, très contemporain. Et nous avons acheté parallèlement donc, aussi des artistes qui étaient exposés, Koen Ellis, Luc Tuymans, René Daniels, Soulage, tout à la Kunsthalle. Et puis, il y a encore le troisième élément, c'est le contact personnel avec quelques artistes sélectionnés, Oskar Wickli, et là, vous trouvez Markus Retz. L'amusant, c'est Markus Retz a fait une œuvre au milieu, avec le portrait au fond de Magritte, qui marche sur l'eau. C'est difficile à voir de distance, qui marche sur l'eau, mais c'est une œuvre à laquelle il a travaillé 16 ans pour arriver. Donc, la première année, quand j'ai vu la première esquisse, j'ai dit, voilà, oh, ça c'est une bonne idée. C'était dans un canal de Venise, le reflet d'un candélabre. Et j'ai dit, voilà, tu as une excellente idée, tu me dis quand tu auras fini. J'ai attendu 16 ans avec Magna. Et on est venu chaque année, 2 ans, voir un peu. Il a un peu caché, il a montré le développement. Mais c'est comme ça qu'on suit avec un artiste un peu le développement. C'est le résultat. Surréalisme et relation au surréalisme par Markus Retz. Donc vous avez, je m'excuse, il y a 2 ans, vous avez vu la grande exposition de gravure à la Bibliothèque nationale. La France possède l'œuvre complète de l'œuvre gravée de Retz à la Bibliothèque nationale Richelieu. Magnifique exposition. Monsieur Bonnat, une des œuvres que vous avez choisies pour donner une première impression de votre collection, c'est Vénus, Adonis et l'amour de Goltzius. Pourquoi cette œuvre? Bien, je crois que j'ai choisi cette œuvre parce qu'elle est parfaitement représentative de la collection. Quand on me demande quelle est la caractéristique de ma collection de dessins, j'ai d'autres collections. J'ai aussi une collection de livres qui est assez complète. Mais la collection de dessins, quand on me demande quelle est sa caractéristique, je réponds souvent qu'au fond, c'est l'harmonie et la grâce. Et je crois que ce dessin est probablement un des dessins des 450 feuilles qui composent la collection qui le représente le mieux. Ça rejoint, ça combine les 2 aspects qui sont prédominants dans la collection, c'est-à-dire la figure féminine et le paysage. En plus, c'est une œuvre parfaitement achevée, elle est datée et monogrammée, elle est peut-être même signée en fait. Oui, elle est même signée. Elle est même signée et c'est une œuvre tellement achevée et tellement parfaite que l'exégète de Goltzius, quand il a fait son supplément à son catalogue raisonné, il s'appelle M. Recinek, il a utilisé ce dessin comme couverture de son supplément. Donc c'est un dessin qui, je crois, c'est pas le dessin le plus important de la collection, mais c'est un de ceux que je préfère et c'est probablement un de ceux qui symbolise le plus l'esprit de cette collection. Vous avez commencé à collectionner des livres partant de votre collection, des dessins partant de votre collection de livres. Comment s'est passé cet élargissement du domaine de collection?
Alors c'est vrai qu'au départ, je suis un bibliophile. J'ai commencé à acheter des livres. J'ai acheté mon premier livre à 9 ans, c'est-à-dire il y a 60 ans. Et c'était un livre c'était une petite édition de Rabelais, ce qui prouve qu'il y a 60 ans, on disait déjà Rabelais à 9 ans, ce qui est certainement plus le cas aujourd'hui. Et on avait dû me l'enseigner quand même. Et j'ai collectionné les livres toute ma vie. J'ai réussi à assembler une collection de littérature française qui est, je crois, une collection très très complète, qui commence avec le premier livre littéraire français imprimé, qui est le roman de Mélusine. Alors, je n'ai pas la première édition, parce que la première édition, qui a d'ailleurs été imprimée à Genève, on n'en connaît qu'un seul exemplaire complet qui est à Wolfenbüttel, mais j'ai le seul exemplaire complet de la seconde édition qui est 3 ans plus tard ou 4 ans plus tard à Lyon, et c'est le premier livre de ma collection et ça va jusqu'au XXe siècle. Les livres m'ont conduit, et surtout les livres, les incunables et les livres du XVIe, qui sont la plupart du temps illustrés, m'ont conduit à la gravure. Et assez vite, je me suis rendu compte que la gravure était terriblement technique. J'ai une collection de gravures, elle est assez belle, mais elle est relativement petite, il n'y a qu'une centaine de feuilles. Et je me suis rendu compte que les gravures, c'était très difficile, parce qu'entre une belle épreuve et une mauvaise épreuve, ça n'a rien à voir et le prix peut aller de 1 à 1000. C'est pas le cas du dessin. Le dessin est toujours unique. Le dessin est toujours unique et le dessin est toujours le premier geste vers une autre œuvre. Alors, ça, c'est probablement un mauvais exemple parce que ça, c'est un dessin totalement achevé. Mais en général, un dessin est toujours le premier acte vers quelque chose de plus qui va finir par être un tableau. Et c'est cette genèse qui m'a toujours fasciné dans le dessin. J'avais toujours l'idée que la manière de laquelle on collectionne des livres est plutôt définie par un concept, par un système, et peut-être plutôt une question de la raison. Pourrait-on dire que collectionner des dessins est un processus plus spontané, plus émotionnel? Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire ça. On peut dire ça de moi, oui. On peut dire ça de moi, c'est absolument vrai. Ma collection de livres est parfaitement raisonnée. Je sais exactement ce que je veux avoir et je sais exactement ce qui me manque encore. C'est d'ailleurs des choses qui sont absolument introuvables, sinon je les aurais. Tandis que la collection de dessins est beaucoup plus émotionnelle. Les dessins, je n'ai acheté que ce que j'aimais et que ce que je pouvais me permettre. Mais tous les collectionneurs de dessins ne sont pas comme ça. Hein. Moi, je connais des collectionneurs de dessins qui ne collectionnent qu'un artiste. Je connais des collectionneurs de dessins qui ne collectionnent qu'un siècle. Je connais des gens très, très, très brillants qui ne collectionnent que le XVIIIe français. Et je connais des gens qui ne collectionnent que Degas. Je connais des gens qui ne collectionnent... Donc, vous pouvez avoir des approches raisonnées aussi dans la... Mais ce n'est pas la mienne. C'est pas la mienne. La mienne est totalement universelle. La collection de dessins commence avec un dessin de Giusto de Menaboi qui est daté probablement de 1365. Et il se termine avec... rien n'est non figuratif. Il se termine avec un dessin de Picasso qui représente son fils Claude en 1955. Donc, c'est un... d'espace de temps extrêmement large, et là, je n'ai acheté que ce qui me plaisait, en fait. Alors que pour les livres, ce n'est pas le cas. Pour les livres, j'ai acheté tout ce qui était représentatif de la littérature française. Vous vous décidez vite pour un achat? En général, très très vite, oui. Madame Barbier-Muller, la vitesse. Vous m'avez dit que la décision d'acheter ce grand tableau d'Ilya Kabakov intitulé « Où sont-ils » était prise pendant le processus d'une vente aux enchères. Vous avez vu ce tableau pendant la vente, vous l'avez jugé comme important, et quelques secondes après, vous avez décidé de l'acheter. C'est vrai? C'est vrai, mais si vous le permettez, je vais commencer quand même un petit peu différemment, parce qu'autrement, ça va être trop compliqué. Je me rends compte que vous avez eu la chance, si je puis dire, d'avoir ici 3 représentations de collections tout à fait différentes. Nous deux sommes
Nous avons commencé comme des héritiers. Nous avons été formés par les achats que l'ont fait nos parents. Notre ami Jean Bodin, au contraire, s'est lancé tout seul dans ce champ et s'est laissé conquérir. Et ça, c'est justement ce que je voulais vous dire. C'est qu'au fond, on ne décide pas qu'on va être collectionneur et on ne décide pas qu'on va suivre telle ou telle ligne. Moi, je prétends que je ne suis pas une collectionneuse et vous allez comprendre pourquoi. C'est parce que je n'avais aucune idée d'acheter quoi que ce soit. Je trouvais que ce que mon père avait acheté était vraiment au niveau le plus élevé que l'on pouvait rêver et je ne voyais pas très bien comment je ferais aussi bien que lui, ayant quand même des charges de famille qu'il n'avait pas. Mon mari a travaillé dur pour arriver à entretenir sa famille, trois garçons à qui nous avons quand même voulu donner des études, enfin vous connaissez. Et tout ça faisait que quand mon mari avait réussi une bonne affaire, qu'il était assez content, moi je le laissais acheter ce qui s'amusait lui, c'est-à-dire les arts éthographiques ou alors les livres anciens. Mais la peinture n'entrait pas en compétition avec cela. Je n'avais vraiment pas l'idée que je pouvais acheter quelque chose et que ça aurait un intérêt. Et puis je me suis trouvé une fois, parce que j'avais un bon ami qui était le directeur de la maison Sotheby à Genève. Cet ami avait pris l'habitude d'organiser pour les clients de la maison des petits voyages dans lesquels il convient aussi d'autres personnes qui n'étaient pas directement intéressées par ça. Et ainsi, il y a eu un voyage qui a été organisé en Russie. C'était l'époque, je ne sais plus exactement la date, mais enfin c'était dans les années 1900 et quelques, 1990 je veux dire. Et là, il y avait cette possibilité d'aller en Russie. Je rêvais de ça parce que je ne savais pas très bien comment on pouvait y aller tout seul. On était tous remplis d'incertitudes, n'est-ce pas? Et alors je suis allé le voir et je lui ai dit, écoutez, mon cher ami, est-ce que vous me prendriez dans votre groupe? Il est bien entendu que je n'achète rien, je n'irai pas même à la vente parce que ça n'a pas de sens. Mais enfin, j'aimerais quand même voir ce que vous présentez, c'est-à-dire la possibilité d'un voyage à Moscou et puis encore voir une ou deux choses à côté, etc. Mais bien entendu, m'a-t-il dit, vous êtes la bienvenue. Et je suis donc parti avec ce groupe. Et le jour de la vente aux enchères, c'était la première vente c'était important pour les Russes, c'était la première vente qui se faisait en Russie, donc une espèce d'ouverture. Alors c'était évidemment très, très passionnel. Et puis je me suis dit au dernier moment, je ne peux quand même pas leur faire ça, venir profiter de tout et ne pas assister au moins à cette vente. Je suis donc allé à la vente et évidemment, les quelques Suisses que nous étions, on nous a mis au premier rang, là comme ça. Là. Et les tableaux étaient là. Alors j'ai vu passer une première chose qui ne me plaisait pas particulièrement. On a dit un certain prix, il y a eu une ou deux personnes qui ont enchéri dans la salle. Nous, pas de problème. Est arrivée cette toile. Enfin, ce n'est pas une toile, je ne savais pas ce que c'était vraiment, c'est un morceau de bois Malikari. Et ce que je n'aimais pas dans les nouvelles créations de ce que l'on voyait de la peinture russe, c'est qu'il fallait savoir le russe pour comprendre ce que c'était toujours une explication, il y avait toujours une image avec quelque chose d'écrit. Et au fond, si vous ne pouviez pas le lire, vous ne saviez pas de quoi il s'agissait véritablement. Tandis que ça, au contraire, pour moi, c'est une grande toile. Vous savez, c'est quelque chose qui va de ce bout de table, ça fait presque la longueur de cette table, comme ça. Et c'était donc un tableau qui était en bois, une espèce de bois. Et puis il y avait, comme vous le voyez, ces différents registres. Il y avait ces noms. J'ai pu me rendre compte, sans savoir le russe, qu'il y avait des noms qui se terminaient en A et d'autres d'une autre manière. Je me suis dit, on dirait que c'est des hommes et des femmes. Le point d'interrogation qui revient toujours, un mot qui est toujours le même au début. Je me dis, mais ça veut dire probablement où est un tel, où est une telle, parce qu'ensuite on voit ces différents registres où il devrait y avoir quelque chose d'écrit, et c'était vide. Je me dis, ce sont des gens qui probablement ont disparu sans qu'on sache comment, pourquoi et autres. Et là, j'ai trouvé que c'était au fond une représentation tellement forte de ce qui se passait et de ce que nous savions qui se passait. Et ensuite, on restait là devant ces choses en plein d'ignorance et éventuellement d'effroi, sans que je sache comment j'ai fait ça. Alors évidemment, c'était pas cher, ça je vous le dis tout de suite, mais il y a eu quelqu'un qui, grâce à Dieu, a renchéri. Alors je me suis dit, bon, ben là ça suffit, et je fais ça encore une fois. Et cette fois-ci, ça s'est arrêté. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a pris?
j'ai ramené cette toile en Suisse, j'ai fait ramener cette toile en Suisse. C'était affreusement lourd parce que c'est du matériel de récupération. Et ce que ça signifiait, vous vous en doutez bien, c'était où est un tel, où est une telle. Et là, dans les différents registres, il y aurait dû avoir leurs diplômes, leurs occupations, leurs adresses. Tout ça, c'était effacé, il n'existait plus. C'est un tableau qui est extrêmement fort et effectivement, j'ai eu ensuite la possibilité de rencontrer le peintre et je lui ai demandé si je m'étais trompé, il m'a dit non, c'est bien ça que ça voulait dire. Je lui ai dit est-ce que c'était des gens connus, des gens très célèbres? Il m'a dit non, c'était des gens de quotidien, si l'on peut dire. Je lui ai dit vous les connaissiez, quelques-uns? Oui, pas tous. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Alors là, je me suis rendu compte que ce n'est pas le tableau qui est choisi par le collectionneur, c'est un tableau, une œuvre, qui choisit le collectionneur. Et ça, c'est ce qui s'est passé dans ma façon de construire. Ce n'est pas une collection construite. Au fond, j'ai acheté des choses qui véritablement me parlaient, qui me happaient, qui ne correspondaient pas du tout à ce que j'aurais vraiment peut-être choisi, mais qui m'expliquaient un certain, quelque chose de nouveau qui se passait et qui était de mon époque. Je n'ai pas voulu acheter du tout dans la suite de mon père, parce qu'encore une fois, j'ai pour lui un énorme respect, qui est partagé par des gens bien plus importants que moi. Je ne pouvais pas faire mieux que lui. Par contre, je pouvais faire des choses qui effectivement n'étaient accessibles qu'à moi, parce que c'était de mon époque, et c'est ainsi que ça s'est créé. Et à part ça, tout a été ensuite, je ne veux pas dire de bric et de broc, il y a quand même, dans cette non-collection que j'ai faite, il y a quand même un certain fil, un esprit. Ce sont des choses qui, au fond, qui sont contemporaines, qui ont quelque chose à faire avec ce que nous vivons. Je n'aime pas non plus les choses qui sont extrêmement modernes, qui se veulent extrêmement modernes. Je n'ai rien contre l'art moderne, mais je n'ai rien contre les arts, quels qu'ils soient. Je ne comprends pas très bien pourquoi on met des dates, ça n'a pas grand sens. On sent très bien à peu près à quelle époque les choses ont été faites. Et c'est merveilleux de retrouver dans les œuvres modernes, justement, des échos, des choses qui vous ramènent à des choses du passé. Vous vous rappelez, je pense, la petite fille que vous avez vue précédemment de Kono Amiette avec sa fleur, sa capucine qu'elle tient comme ça. Je me rappelle avoir vu il y a 2-3 ans une exposition au musée de Bâle qui était consacrée au portrait. Ça remontait comme ça loin dans le temps. Et brusquement, je me suis trouvé en face d'une jeune femme du XVIe siècle qui portait aussi sa main comme ça avec une fleur. Et je me suis dit certainement que c'était le langage des fleurs qui était évoqué là, que nous ne connaissons plus aujourd'hui. Mais ça m'a fait plaisir de penser comme ça qu'à travers 200-300 ans, le même sentiment se retrouvait et vous rattachait à ces époques perdues. Les gens ne meurent pas complètement grâce au tableau, grâce à l'art. Encore ? Je continue. Ça ? Vous avez écrit un texte sur votre tante Gertrude Duby-Müller ou Gertrude Müller, et votre père aussi, Joseph Müller. Un texte tout récent qui, je l'espère, va être publié bientôt en forme d'un livre. Dans ce texte, vous parlez de votre tante et de sa relation à l'art, mais il me semble qu'en même temps, vous parlez de vous-même à travers cette description de la tante. Il y a un récit, il y a un passage sur l'achat d'un tableau de Van Gogh par votre tante. Et ce chapitre sur l'achat de ce tableau finit par un passage dans lequel le lecteur ne sait plus s'il se réfère à Gertrude Müller ou à vous-même. Je cite, « La rencontre d'un chef-d'œuvre est une aventure. C'est avant tout un choc qui vous déstabilise et qui vous prend de court. Tout est nouveau dans ce rencontre. Et il me semble que votre père aussi a vécu un tel bouleversement par un chef-d'œuvre en voyant pour la première fois l'amour de Hodler au Kunsthaus de Zurich. Il me semble que c'est vraiment une question aussi qui est liée à votre tradition et je pense peut-être aussi à la famille, cette rencontre,
Je crois que le docteur Fayet est en train d'essayer de dire gentiment que nous ne sommes pas des gens très raisonnables. Vous allez voir. Alors effectivement, ce tableau-ci, je vais vous expliquer comment un petit peu de nouveau le passé de mes parents, parce qu'autrement ça ne se comprend pas. Mon père et ma tante que vous avez vus précédemment sur l'image qui était précédemment projetée, ont été orphelins de père et de mère à l'âge de 7 ans. Ils ont donc été élevés par... ils avaient des sœurs, mais beaucoup plus âgées, et elles se sont simplement occupées de trouver des nurses, des domestiques pour s'occuper d'eux. Mais vraiment, ça m'a suffoqué quand j'ai appris ça, mais par exemple, même à Noël, elles n'allaient pas chercher les 2 petits orphelins pour les réunir à leur propre famille. Les gosses étaient vraiment seuls. Ce qui fait qu'ils avaient une certaine indépendance. Ça a eu l'avantage, évidemment, qu'à 20 ans, ils ont donc eu la possibilité de se servir de leur fortune. Et ma tante, qui avait 1 an de différence avec mon père, c'est donc en 1908. Donc en 1907, mon père achète à 20 ans le tableau que je vous ai montré avant. Et ma tante, qui est ici, en 1908, à 20 ans aussi, elle achète le Van Gogh, que vous verrez un peu plus tard. Voilà. Et ceci parce que, au fond, ces 2 jeunes gens étaient absolument passionnés par l'art, mais ne savaient pas très bien. Vous savez, la Soleure est une petite ville, il y a, je crois, une 30aine de milliers d'habitants, n'est-ce pas? C'était donc encore plus petit à l'époque. Et comme je vous disais, ils ont été élevés, au fond, ils ont été à l'école, ils ont fait de bonnes études, mais enfin, ils n'avaient vraiment rien. Et mon père m'a dit que le premier contact qu'il avait eu avec de l'art, avec une peinture qui était autre chose qu'un calendrier, vous savez, le genre de calendrier des postes qu'on met au mur, eh bien, c'était quand il avait, à 14 ans, eu la possibilité d'aller chez un ami, lui, qui avait un père, qui, lui, s'intéressait à la peinture, et ça ne devait pas être n'importe qui, parce que dans ce petit village, il faut quand même toujours regarder ça, c'est extraordinaire, ce petit village qui entoure Soleure, il y a là, quand mon père a 14 ans, il y a là un homme, un industriel, un Soleurois, un Suisse allemand, ces gens qui parlent, vous savez, un langage un petit peu rauque, vous avez peut-être entendu. Eh bien, il y a là un industriel qui achète du Picasso déjà. C'est extraordinaire. Alors, au fond, il semble que quand même, parce que mes parents étaient liés à Kuno Amiet, dont je vous ai parlé avant, ces artistes, ils les connaissaient personnellement, mais évidemment, ils s'intéressaient aussi aux publications. Ils apprenaient qu'il y avait des expositions à Vienne, à Berlin, à Paris. Et ils allaient tranquillement, ils voyageaient, comme aujourd'hui on voyage, mais ils avaient une indépendance de vie qui était absolument extraordinaire. Et mon père, donc, lui, accompagnait sa sœur, mais il s'est contenté d'aller à Zurich. Et là, il y avait une grande exposition de ce peintre, Hödler, dont je vous ai parlé, qui a été au musée d'Orsay il y a quelques années. La grande fresque du haut, ça représente à peu près la largeur de cette pièce. Et comme vous voyez peut-être, il y a au centre, entre les 2 couples, il y a une coupure, parce que la partie inférieure était au début insérée entre ces 2 couples. Il y avait donc une suite de 3 couples qui représentaient les 3 âges de la vie. Si vous regardez bien, la première représentation du couple, ce sont des gens jeunes. Ensuite, vous allez en bas, ce sont les gens qui se sont retrouvés, c'est les 3 âges de l'amour. Et enfin, le dernier couple, sur la droite de la grande fresque, c'est un couple de gens mûrs, mais le même sentiment allié à façonner la vie de tous ces gens pendant toute une vie. Et mon père a été tellement renversé quand il a vu cette chose. Il avait donc, lui, 20 et quelques années, que naïvement, il va d'abord se renseigner à la caisse pour savoir si c'est encore à vendre. Je vais vous dire que cette œuvre avait été exposée à Genève et avait suscité l'indignation
des femmes genevoises qui avaient écrit qu'il y avait là une telle lubricité que véritablement il fallait décrocher ça tout de suite. Alors le pauvre malheureux Baudelaire l'a décroché, a trouvé un espace à louer où il a pu réaccrocher ses tableaux. Et là, il a fait, parce que ça lui coûtait quand même de l'argent, évidemment, il a demandé un droit d'entrée et il a réussi non seulement à avoir du succès à ce que les gens viennent, d'autres, parce que c'était un tel scandale, vous pensez, mais il a réussi à payer la location de sa salle. Quand ça arrive à Zurich, donc, là, mon père se dit, il me faut ça. Et il l'a acheté. Baudelaire était renversé qu'un étudiant, parce que comme je vous le disais, mon père était étudiant à l'école polytechnique et il n'avait vraiment pas beaucoup de revenus et tout ça. J'ose pas vous dire combien il a dû payer pour ça. Si? un an et demi de ses revenus. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment serré la ceinture. Et encore une fois, alors qu'auparavant, il avait acheté un tableau grand comme ça et qu'il se disait « mais où est-ce que je vais le mettre ?» Vous imaginez ce que ça donnait, ça? Eh bien, ça, nous l'avons encore aujourd'hui aussi. Et j'avoue que chaque fois que je le vois, je suis renversé parce que c'est d'une telle fraîcheur. Vous savez, quand il y a eu cette exposition au musée d'Orsay, on pouvait voir, on avait accès par l'entrée du musée d'Orsay. On voyait donc tous ces tableaux qui étaient encore très sombres, très bruns, avec des grosses cadres dorés et autres. Et on arrivait dans cette salle où il y avait des Baudelaire. Vous voyez comme la peinture, on s'en rend compte, parce que là, avec la lumière, ça éclaircit un peu trop. Mais on se rend compte qu'il y a vraiment une couche de peinture qui est extrêmement fine. C'est pour ça qu'ils sont assez fragiles. Maintenant qu'ils sont vieux, évidemment, il faut vraiment faire attention pour ne plus les promener comme on le faisait auparavant. Mais ça, avec une petite baguette de bois blanc autour, c'était comme un bain de fraîcheur, vous savez, comme un bain de jouvence. C'est un peintre très moderne, c'est pour ça qu'il n'a pas tout de suite eu du succès. Mais aujourd'hui, il l'est encore. C'est fini? Monsieur Lazer, comment vos grands-parents, Arthur et Diane Lazer, ont commencé à collectionner et comment surtout ont-ils découvert l'art français? Alors, le tableau que vous voyez ici, c'est quasiment un bilan aussi de leur activité de collectionneur. Le portrait de Bonnard, de mon grand-père, de ma grand-mère et ma tante. Donc, la sœur de mon père. Et comment est-ce qu'ils sont arrivés? Il faut partir de 1998. Ils se sont mariés. Ils avaient ouvert une clinique de leur maison, fait une clinique parce que mon grand-père était ophtalmologue, mais il n'y avait pas de clinique à Winterthur. C'était une petite ville, un peu plus grande que Soleure, mais alémanique, qui n'avait pas encore de clinique. Alors, le travail, c'était d'abord jusqu'en 1906. Ah non, c'est 1898. Jusqu'en 1906, c'était un travail de nurse, d'assistance dans la clinique. Et puis, enfin, il y a une clinique à Winterthur, les patients partent et la maison est vide. Et il faut savoir, un peu comme chez ton père, il y a une éducation scolaire qui est déjà le confrontée avec l'art, avec la musique. Il fallait jouer du piano. On n'allait pas à l'opéra si on n'avait pas joué d'abord sur le piano la partition. Donc, c'était assez sévère. Et l'éducation avec ton père, ça s'est vu qu'il a écrit à ma femme des lettres en grec, n'est-ce pas, pour un peu échanger. Ma femme est grecque. Et alors, c'était ce contact aussi entre collectionneurs. On avait une moralité très sévère. Les Handloser étaient catholiques. Les Bühler, donc de ma grand-mère, étaient protestants. Ça ne se marie pas. Donc, ils étaient fiancés. Et je crois qu'ils ont trouvé la façon de vivre.
pendant 7 ans, jusqu'à ce que le père était mort. Et c'est seulement donc 2 ans avec le changement du siècle qu'on peut se marier. Il faut savoir ça. Alors, il y a eu un artiste, Karl Montag, que vous connaissez à peine, sauf, je crois, le plus connu, c'est qu'il était le maître de Churchill, et Churchill faisait ses fameuses aquarelles, sa boîte avec ses aquarelles. Et Karl Montag a dit à ma grand-mère, écoute, tu viens maintenant un peu en France, si tu veux acheter, voilà, ça c'est ce qui t'intéresse certainement le plus. Elle dit, ah non, pardon. Moi j'ai appris à peindre à Munich. On est lié aux Allemands sérieux, hein. Les Français c'est beaucoup trop agréable, beau et facile etc. Ça n'entre pas en ligne de compte. Et le peintre a dit, bon, tu peux juger, mais seulement lorsque tu aurais été à Paris. Donc une autre lettre que nous avons après vue de Paris, parce qu'elle est allée avec mon grand-père, qui était très intéressé, très positif. Ils sont allés à 2 à Paris. Ils ont visité les galeries, les musées, etc. pendant 3 semaines. Ils sont rentrés. Elle a écrit à Karl Montag, tout ce qui se passe au monde, ça c'est en France. Il n'y a pas d'autre peinture. Naturellement, c'est aussi faux que la première. Mais depuis lors, ils n'ont acheté que de l'art français. Toute une collection d'artistes français. Et ça se composait, comme vous l'avez entendu, des nabis, des fauves, des impressionnistes, avec l'aide d'un oncle qui avait de l'argent, parce qu'eux, ils avaient seulement les revenus d'un oculiste, ophtalmologue, et puis encore Van Gogh, Gauguin, etc. Ça, c'était la collection qui était venue. Ce qui était peut-être le plus intéressant pour eux, c'était le contact avec les artistes. Mais avant ce contact, il fallait d'abord que Winterthur accepte un peu cette collection. Alors, ce n'est pas ce tableau que vous voyez qui était le premier, mais c'était un Vallotton. Vous vous rappelez, il y a eu cet hiver au Grand Palais l'exposition de Vallotton. Et au début, une femme, comment on dit, à poil, dans l'eau, dans la mer. Ça, c'était avec un autre tableau, le premier tableau qu'ils ont acheté. Donc, très révolutionnaire. Puis, j'entends encore, je me rappelle de mon père qui a raconté, c'était drôle, un certain temps, il n'y avait plus de contact. Les parents ne se rencontraient pas avec les autres gens de Winterthur. Les enfants n'avaient jamais le temps de venir chez nous à la maison. Et donc mon père avait 7-8 ans. Ils étaient complètement coupés. Alors ils ont commencé à un peu intriguer. Ça, c'est peut-être aussi sur le roi, mais c'était Winterthur. Alors Winterthur a dit il faut changer l'esprit. Et ils se sont ramassés au café chaque mardi avec des amis de Winterthur. Et puis, après quelques années, il y avait de nouveau là, n'est-ce pas, chaque musée chez nous est dirigé par le comité, une association, etc. Il y avait, comme d'habitude, l'Assemblée générale. Le comité dit, il y a le renouvellement du comité, le comité se met à disposition. Est-ce que vous avez encore des remarques à faire avant de voter? Et puis il y avait quelqu'un qui a levé, je propose 7 personnes. Et puis c'était un peu choqué le comité, et puis dit, bon, on vote. Et puis tout le comité était parti, sauf un qui était positif. Et il y avait tous les nouveaux personnes et depuis lors, la politique a changé. Et je pourrais encore raconter beaucoup. Ici seulement pour justifier ce tableau, c'était un des contacts, je peux raconter des autres contacts avec les artistes, mais ici c'est Manguin qui venait. Et surtout aussi, pendant
14-18, comme ça il vivait en Suisse. Mangin était très tempérament. Il chantait du Wagner surtout. Alors mon grand-père, médecin, il a dit « Ah, il faut une fois prendre la température. » Alors il a pris Mangin, tu prends la température avant de peindre, tu chantes, maintenant je prends avant. Après, c'était 36,7 jusqu'à 38,2. Il a chauffé tellement la façon de donc, vous voyez, il y avait le contact personnel, je pourrais raconter des autres histoires, avec les artistes, la façon de vivre, qui était un moment instigateur. Et avec ça, ils ont acheté continuellement, pratiquement, jusqu'à ce que la maison éclatait de tableaux. Et puis, ils ont arrêté. Et depuis lors, ils n'avaient que encore documenté toute l'œuvre des artistes avec les gravures, les dessins, les aquarelles, etc. Donc, à côté des tableaux, des sculptures qu'il y avait dans la collection, il y avait encore des milliers d'œuvres gravées. Madame Barbier-Muller, voilà. Les relations avec les artistes sont-elles importantes aussi pour vous? Écoutez, les artistes, c'est très simple. Tu me chippes. Les artistes, dis-je, sont, je crois, simplement pour moi les aristocrates de notre époque. Les aristocrates, comme vous le savez, ça veut dire les gens les meilleurs. Ce sont les meilleurs parce que c'est eux qui voient ce que nous ne voyons pas encore, qui sont capables non seulement de le voir, mais aussi de l'interpréter, de l'expliquer, de vous le rendre accessible. Et j'ai toujours eu pour eux un grand respect. J'ai toujours eu, grâce à mes parents, la possibilité de le rencontrer, sauf quand même un cas. En ce qui concerne mon père, qui a habité pendant très longtemps à Paris, où il avait un atelier, comme à côté du peintre de Stahl, et il vivait véritablement avec les gens du quartier, tout ça. Je me suis quand même étonné qu'il n'ait pas connu les grands noms dont il avait les œuvres, mais il ne reconnaissait pas Picasso, il ne connaissait pas Braque, il ne connaissait pas tous ces grands peintres. Il a juste connu Rouault, parce que comme vous le savez peut-être, Rouault était très près de ses sous. Et alors il s'était aperçu, une fois il était venu chez mon père parce qu'il avait acheté un Rouault, mais il s'était aperçu qu'il n'était pas signé. Il lui a donc téléphoné en lui demandant de bien vouloir passer pour signer ce tableau. Alors il l'a fait, et quand il est venu dans l'atelier de mon père, il a vu que mon père en a profité pour prendre une photo de lui. Et cette photo a plu à Rouault parce que, comme je disais, il ne faisait pas beaucoup de défense personnelle, je pense qu'il a été serré. Et quand il a vu le résultat, que mon père lui avait donc envoyé cette photo, il lui a demandé s'il pouvait revenir encore une fois pour poser. Il aimerait que mon père lui fasse une certaine photo avec un bonnet. Et Rouault est donc allé dans l'atelier de mon père et a mis ce bonnet de pointe, un pointe de clown, qui lui a servi ensuite pour ses interprétations du clown. Et donc, à part celui-ci, au fond, mon père ne connaissait pas les grands peintres. Il connaissait pas Salomon de Jean, mais pas les grands peintres. Et ça m'a quand même étonné. Je lui ai dit, comment se fait-il que tu n'aies pas essayé? Il m'a dit, oh, si j'avais voulu, j'aurais très bien pu les connaître. On se voyait tous les jours comme ça, j'aurais très bien pu les connaître. Mais veux-tu me dire, qu'aurait-il pu me dire que leur tableau ne m'avait déjà dit? Je vous avoue que je suis restée absolument renversée par cela, parce que moi j'essaye de connaître les artistes, ça m'intéresse assez, puis je me suis dit c'est vrai qu'au fond, l'œuvre explique très souvent le caractère du personnage qu'il a fait. Alors ici vous voyez une lampe de Tinguely, comme vous voyez elle est assez grande, elle est à peu près aussi grande qu'un homme, et l'idée était venue d'autre chose. Tinguely faisait parfois pour ses amis des petites constructions qui bougeaient un peu, mais surtout qui vous permettaient d'avoir une lumière assez amusante. Je m'étais dit que ce serait bien d'avoir ça à côté de moi pour pouvoir lire agréablement, mais ce n'est pas une chose qu'il faisait régulièrement. Il fallait qu'il ait une envie ou une occasion ou autre. Alors je lui ai demandé, parce que je le connaissais bien, je lui ai dit, écoute, ce serait gentil si un jour tu me faisais une lampe comme ça. Ah, si ça te fait plaisir, oui, je te la ferai. Bon.
Alors ça a duré environ 3 ans. 16 ans, c'était mieux là, mais moi, ça a été que 3 ans. Et surtout, Tinguely était un homme extraordinairement fantaisiste. C'était un gitan. Vous savez que Tinguely, ça veut dire, en suisse allemand, ça veut dire gitan. C'en était vraiment un. Et il changeait d'idée, il n'y pensait plus, il laissait tomber, enfin bon. Toujours est-il que je n'osais pas l'importuner parce que je n'avais aucune raison de lui téléphoner pour lui dire chaque fois « et ma lampe », etc. C'était certainement pas le bon moyen d'arriver à un résultat. Mais j'avais pris l'habitude, chaque fois que je voyageais, je lui envoyais une carte postale en lui disant « c'est très joli ici, tu vois, je vois ceci et cela, PS, et ma lampe ». Et à la longue, un jour, je reçois un coup de téléphone, je me dis « cette fois-ci, j'ai gagné ». Il me dit, écoute, j'ai fait des lampes parce que quelqu'un m'en a demandé aussi, et puis finalement, je vais en faire une exposition. Alors, il va y en avoir toute une série, et tu pourras venir voir. Bon, très bien. Il faut que tu attendes encore un petit peu, mais ça va se faire. Alors, j'étais toute heureuse, j'ai arrêté d'envoyer des cartes postales. Et un autre jour, j'ai reçu de nouveau un coup, je le rencontre, et je lui dis, à propos, alors cette lampe, quand est-ce que je peux venir la voir? Ah, ta lampe, oh, tu sais. J'avais mon atelier qui était tellement encombré, ça m'a empoisonné de voir tous ces lampes autour de moi. Alors j'ai mis un grand coup de pied dedans, elles sont toutes démolies. Alors je me suis dit, c'est sans espoir, j'abandonne. Et puis avec Tinguely, qui était un homme imprévisible, évidemment ça s'est passé autrement, j'ai reçu un autre coup de téléphone, il m'a dit, voilà, tu peux venir tel jour. J'y suis allé et nous avions déjà discuté du prix, qui était minime. Un prix tel que ça me donnait une lampe qui n'aurait pas été plus grande que ça, vous voyez, une petite chose comme ça. Mais quand je suis arrivé dans son atelier, j'ai vu qu'il y avait toute une série de lampes qui me semblaient beaucoup plus intéressantes, dont celle-ci, qui, comme vous le voyez, était une très grande lampe. Alors j'étais en train de me martyriser en me disant, il faut que je prenne une petite lampe, il faut que je prenne une petite lampe pour le prix qu'il m'a indiqué. Puis après, je me suis dit, c'est idiot. Je vais simplement lui demander de me dire enfin, je vais choisir la lampe qui me plaît, puis je vais lui demander de me dire, bien entendu, un prix plus élevé, et puis voilà. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je lui dis, écoute, nous étions mis d'accord pour une lampe comme ceci, comme cela, mais bien entendu, moi, celle qui me plaît, c'est celle que vous voyez là. Elle est beaucoup plus importante, par conséquent, je comprends très bien que tu vas me faire un prix plus élevé. Mais ça n'a pas d'importance, vraiment, je suis décidé à avoir celle-là si tu es d'accord de me la vendre. Alors elle a regardé, elle m'a dit, ah, ça me fait plaisir que tu aimes celle-là parce que c'est un objet sauvage. Comme vous voyez, il y a une espèce de souche de bois qui est encore brute, là, qui sert de base. Ah ben écoute, si elle te plaît, alors ça me plaît bien que c'est toi qui l'aies, vas-y, prends-la. Je lui ai dit, oui, d'accord, alors le prix, ah ben ça reste le même. Ah, je lui ai dit, écoute, c'est pas normal, tu m'avais dit. Non, c'est le prix pour les amis, ça reste comme ça. Alors je raconte volontiers cette histoire parce que les gens qui ne sont pas très coutumiers du monde de l'art, enfin du monde des artistes, pardon, c'est pas tout à fait la même chose, s'imaginent toujours que nous sommes importunés par les artistes. C'est pas vrai, c'est nous qui les importunons, parce que je vous assure que chaque fois que j'ai voulu acheter quelque chose, que brusquement j'avais eu un coup de cœur, c'était vraiment une négociation difficile. Et vous avez entendu Bernard tout à l'heure, c'est comme ça que ça se passe. Ce ne sont pas du tout des vampires, des sangsues qui sont après les collectionneurs pour essayer de se vendre. Au contraire, il faut vraiment se donner beaucoup de peine, avoir beaucoup de diplomatie, revenir à la charge, qu'ils vous trouvent sympathique et que finalement ils aient l'impression que la chose qu'ils ont faite est comprise, aimée, admirée, si vous voulez, et qu'effectivement elle sera bien là-bas. Et ça, c'est une chose très importante, c'est qu'avoir une relation avec un artiste, c'est un privilège, indiscutablement. Je dois dire que Tinguely a été peut-être le plus exceptionnel parce que c'était un caractère totalement, comme je vous ai dit, imprévu. Mais je dois dire que toutes les relations que j'ai eues avec beaucoup d'entre eux, j'en ai connu passablement. Et c'est pour moi toujours un plaisir, c'est toujours quelque chose qui m'apporte énormément parce qu'on sait où ils commencent, on ne sait jamais où ils finissent. Monsieur Bonnat, dans votre collection ne se pose ni la question du développement de la collection à travers les générations, ni la question d'un échange personnel avec les artistes, au moins pas dans le sens littéral du terme. Mais d'autant plus, il se pose la question comment, c'est-à-dire sur la base de quel concept vous faites vos choix. Vous avez parlé de la vitesse de vos choix.
mais il y a quand même une partie conceptuelle, j'imagine, dans votre manière de collectionner. Cherchez-vous des œuvres spécifiques de certains artistes ou de certaines écoles? Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai deux collections qui sont extrêmement différentes et où l'une a une méthode et l'autre n'en a pas. Ma collection de livres a une méthode et on n'est pas vraiment là pour parler de la collection de livres, donc je ne vais pas me concentrer sur la méthode. La collection de dessins n'en a aucune. C'est vrai que je n'ai pas le problème du contact avec les artistes parce que tous les artistes que je collectionne sont morts. À une exception près, c'est Franz Geertz, dont je possède un très grand bois qui est dans ma cage d'escalier, qui est une chose magnifique. Et d'ailleurs, Franz Geertz est un ami. Mais à part ça, c'est vrai que tous les artistes que je collectionne sont morts, donc j'ai pas ce problème-là. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de rapport avec les œuvres elles-mêmes, et c'est vrai que, je l'ai dit tout à l'heure, je crois, je me suis aperçu que ma collection avait une ligne la première fois que je l'ai exposée. Et la première fois qu'elle a été exposée, ça a été à l'École des Beaux-Arts à Paris, il y a presque 10 ans maintenant, pas tout à fait, c'était en 2006, je crois. Et je me suis rendu compte que cette collection avait une ligne, bien qu'au fond, je n'ai acheté, en ce qui concerne les dessins, que ce que j'aimais. Alors que dans ma bibliothèque, j'achète un livre si j'estime qu'il est important. J'aime pas Rousseau, par exemple, mais j'ai tous les Rousseau quand même. Les dessins, j'achèterai jamais un dessin pour avoir un artiste, un dessin que je n'aime pas, ou je n'achèterai jamais un dessin pour avoir un nom. Par exemple, Rubens, je n'ai pas de Rubens parce que je n'ai pas envie d'avoir un mauvais Rubens, et depuis 25 ans, je n'ai pas vu passer un seul beau Rubens en vente. Les beaux Rubens, ils sont tous à l'Albertina. Ou au Louvre ou au Métropole, ouais, même pas au Metropolitan, à l'Albertina, au Louvre, au British Museum, il y en a, et à Dresde. Et puis évidemment à Bruxelles et probablement à Amsterdam. Il y a quand même dans ma collection une ligne qui est, comme je le disais tout à l'heure à propos du dessin de Goltzius, l'harmonie et la grâce, et c'est pour ça que je pense que dans la collection prédomine la figure féminine et les paysages. Et là, vous avez sorti ce dessin de Boucher qu'on appelle en profil perdu, ce dessin vu de dos qui m'est particulièrement cher. Et c'est vrai que tous mes dessins de Boucher, j'en ai 5, sont de ce style-là et pas du tout du style de Boucher qu'on voit d'habitude. Et vous avez visité rapidement, c'est vrai, mais vous avez visité la collection, je crois que vous avez pu vous en rendre compte. Il y a donc une méthode, mais qui est une méthode inconsciente en fait. Elle est inconsciente parce que je n'achète que ce que j'aime et en général, je me décide assez vite. Et puis, j'achète aussi très peu en vente aux enchères parce que j'aime pas l'atmosphère des ventes aux enchères. Et puis, une des choses que j'aime énormément dans la collection, c'est l'échange. Et qu'on a un échange avec les conservateurs, on a un échange avec des marchands. On n'a pas d'échange dans une maison de vente aux enchères. Alors, ça ne veut pas dire que j'achète rien en vente aux enchères. Celui-là, je l'ai acheté en vente aux enchères parce que je me suis dit, je l'ai loupé une fois et acheté la seconde fois. En me disant que cette fois, vraiment, il ne fallait pas qu'il m'échappe et que je le voulais. Mais en règle générale, j'achète chez les marchands pour deux raisons. La première, c'est que j'aime beaucoup l'échange avec les marchands et que deuxièmement, on a besoin des marchands et on a besoin du réseau des marchands si on veut constituer une collection parce que tout ne passe pas en vente aux enchères. Enfin, tout ne passait pas en vente aux enchères. Le marché a un peu changé ces dernières années. Les Sotheby's et Christie's ont réussi à persuader beaucoup de gens que les prix seraient supérieurs en vente aux enchères et ce n'est pas toujours vrai en fait. Donc j'achète relativement peu en vente aux enchères et j'ai des rapports très étroits avec beaucoup de marchands qui sont devenus des amis et avec beaucoup de conservateurs qui sont devenus des amis. Donc il y a quand même une méthode inconsciente dans mon... Ben voilà, ça c'est un autre exemple. C'est
une période complètement différente. Là, vous étiez au 18e français, maintenant vous êtes au début de c'est un des tout premiers dessins du Parmesan qu'il a fait à l'âge de 17 ans, et c'est à peu près la même émotion que l'autre. Enfin, c'est aussi et ça, c'est un dessin religieux. On disait tout à l'heure que j'avais très peu de dessins religieux, mais comme j'ai participé à 2 tables rondes, je me souviens plus très bien ce que j'ai dit. Mais ça, c'est un dessin religieux où domine la grâce et l'harmonie. C'est pas une crucifixion. Ça veut dire qu'il y a des genres qui vous intéressent moins quand même. Oui, il y a des gens qui m'intéressent moins, oui, c'est vrai. J'ai très peu de sujets violents, très peu de sujets... Enfin, des sujets religieux. La Renaissance italienne, vous ne pouvez pas éviter les sujets religieux. Ils sont presque tous plus ou moins religieux. Mais ils ne sont pas immédiatement religieux. Et j'ai très peu de sujets violents, j'ai très peu de scènes de bataille, j'ai très peu... qui est un sujet assez fréquent. Et j'ai beaucoup de figures, beaucoup de figures humaines, surtout des femmes, beaucoup de figures d'animaux et beaucoup de paysages. Vous avez élargi votre collection vers le 19e et même le 20e siècle. Par exemple, ce Van Gogh, il se trouve aussi Redon, Courbet, Degas, Burne-Jones, et comme vous l'avez dit, Picasso même. Quelle était la motivation de cet élargissement ? C'est aussi le côté émotionnel. Oui, alors c'est très clairement aussi le côté émotionnel. C'est vrai que j'ai commencé par la Renaissance italienne. C'est vrai que j'ai commencé par la Renaissance italienne et que j'ai acheté un peu les dessins du 19e plus tard, en partie parce que les dessins de la Renaissance italienne, ça se trouve pratiquement plus. Mais au fond, j'ai quand même... Le 19e vous apporte autant d'émotions, ou même le 20e vous apporte autant d'émotions que le 16e. C'est une question de qualité, en fait. C'est une question de... Et vous avez des dessins de la Renaissance italienne qui sont affreusement ennuyeux, et vous avez des dessins du 19e qui sont extrêmement beaux. Et vous en avez aussi d'affreusement ennuyeux. Vous avez parlé de ces aspects, je dirais, esthétiques, subjectifs, de l'harmonie et de la grâce, peut-être un lié au paysage plutôt, l'autre lié plutôt aux figures. Il me semble que peut-être il y a même un troisième élément subjectif qui fait partie de votre collection, c'est une certaine mélancolie de l'éphémère. Je dirais que déjà le médium du dessin est plus proche de l'éphémère que la peinture, car souvent le dessin saisit des moments fugitifs, leur donne de la durée. En plus, dans votre collection, on a l'impression qu'il y a une présence augmentée de cette dimension de l'éphémère, par exemple par l'importance des dessins de Watteau, de ce maître de la mélancolie, ou bien par des dessins comme celui de Jacopo Vignali, cette merveilleuse tête de jeune femme. Cet aspect de l'éphémère vous semble important dans votre collection ? Et peut-être pourrait-on comprendre aussi votre travail comme collectionneur comme une sorte de lutte contre l'éphémère ou lutte contre la mort ? Alors, certainement que le papier symbolise l'éphémère. Ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute, et le dessin encore plus, tout ce que je collectionne est sur papier. Et le papier est un médium un support extrêmement délicat, et c'est vrai qu'il symbolise l'éphémère. Et d'ailleurs, c'est assez amusant de voir que plus le temps passe, plus le papier devient mauvais, plus le papier devient éphémère. Souvent, les incunables qui ont 500 ans ou plus, le papier est en bien meilleur état que des livres qui ont été publiés pendant la Première Guerre mondiale. C'est vrai qu'il y a ce côté éphémère, c'est vrai qu'il y a ce côté, et il y a aussi ce côté
d'une transformation. En général, un dessin, il est préparatoire pour quelque chose. Pas toujours, mais enfin, le dessin de Watteau, maintenant vous avez passé au Vignali, mais le Vignali, il n'est pas préparatoire pour un tableau. En tout cas, s'il est préparatoire pour un tableau, on a probablement perdu le tableau, parce que je ne l'ai jamais vu. Par contre, le Watteau que vous avez montré tout à l'heure, il est préparatoire pour trois tableaux. L'un, c'est celui qui est en haut à gauche, il est préparatoire pour l'amour des Amants Vénus. Celui qui est en bas est préparatoire pour les fêtes vénitiennes, et celui qui est à droite est préparatoire pour un des dessins, je crois pour l'embarquement pour Cythère ou quelque chose comme ça. Donc c'est toujours c'est des moments éphémères, en effet, c'est des moments. Alors maintenant, est-ce que c'est une lutte contre la mort ? J'en sais rien, probablement qu'on lutte tous contre la mort. On peut lutter comme ça, probablement, oui, et peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est vrai. Dans un entretien avec George Gold du Metropolitan Museum, vous avez dit qu'il y a une différence fondamentale entre regarder les dessins au musée et les collectionner, parce que la motivation de collectionner, c'est posséder les dessins. Pourquoi c'est si important de les posséder ? Non, ce n'est pas la seule motivation. J'ai dit que c'était une motivation. C'est une motivation. Et évidemment, souvent, on me dit, mais vous connaissez tous les conservateurs du monde, vous connaissez toutes les collections du monde, vous pouvez vous présenter n'importe où le jour où c'est fermé, et on vous montrera ce que vous voulez. D'abord, on montrera, c'est vrai, mais c'est vrai uniquement parce que je suis collectionneur. Si je n'étais pas le collectionneur que je suis, personne ne me connaîtrait, et on me montrerait les choses qu'au compte-gouttes, comme on les montre en général. Donc, ça, c'est la première remarque. Et la seconde remarque, c'est vrai que je peux voir ce que je veux, où je veux, pratiquement. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose d'aller voir les Raphaël à Chatsworth, d'aller voir les Raphaël au Tyler's Museum, d'aller voir même d'y passer toute une matinée avec le conservateur qui vous montrera tout, qui vous expliquera les choses que vous n'avez pas comprises. C'est pas la même chose que de l'avoir dans son salon, de le posséder, de se dire qu'il est à soi. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer, mais il y a chez tous les collectionneurs que je connais, je crois, parce qu'on n'en parle pas en général, mais il y a quand même, je crois, le sens de la possession. Et l'idée que c'est à vous, que c'est temporairement à vous, parce que vous êtes aussi qu'un passeur. Moi, je dis toujours qu'on est responsable de ces choses-là pour la génération suivante. Et la génération suivante, ça ne sera probablement pas mes enfants, parce qu'ils ne s'y intéressent pas. Et tout ce que je peux souhaiter, c'est que la génération suivante, ça soit d'autres collectionneurs, parce qu'on a besoin des collectionneurs pour faire vivre le marché de l'art, et on a besoin du marché de l'art pour faire vivre l'histoire de l'art. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai... Chez les collectionneurs en général, il y a quand même un sens de la possession. Difficile à définir, mais c'est exact. Voyons l'heure. Je pense qu'on a temps pour 2 dernières questions. Alors, je vais un peu en avant et je vais finir peut-être d'abord avec une question à Bernard Andoser. Le système culturel en Suisse, il y a apparemment beaucoup de collections. Quels sont les éléments, je dirais, qui font possible qu'il y ait tellement de collections en Suisse? Bon, n'est-ce pas, tout d'abord, il faut de l'argent. Je dis aussi pour la démocratie. Il n'y a pas de démocratie si on crève de faim. Alors, il n'y a pas de collection si on n'a pas une certaine base d'argent. Vous avez entendu qu'il y a, avec le revenu d'un ophtalmologue, on peut construire une collection assez importante. La Suisse était, et c'est souvent qu'on oublie, était un pauvre pays jusqu'à la fin du 19e siècle. C'est là qu'il y avait le début de l'industrie. Puis nous avons été épargnés de 2 guerres mondiales.
ça c'était notre grande chance. À partir des années 1950, c'est vraiment la Suisse a commencé à vraiment être ce qu'on appelle aujourd'hui un pays riche. On a eu de la chance. En tout cas, les collections ont commencé seulement vers la fin du 19e, au début du 20e siècle. Il n'y avait pas, comme la France, les rois ou les grandes familles, les ducs de Bourgogne, etc., pour faire les collections. Il n'y avait pas en Angleterre de Peers, hein. Il n'y avait pas en Italie les Medici, etc. Il n'y avait pas d'occasion de faire ces collections. Il y avait quelques petites collections privées. C'était un Ambach qui a acheté dans le XVIIe siècle des Holbein et comme ça, et qui les a vendus, ce qui a donné le premier musée public ouvert au public en Europe. Hein. Mais autrement, les collections ont commencé seulement fin 19e et au 20e siècle. Et là, on a une chance. La Suisse, on est 3 différentes nationalités. Hein. Donc, tout ce qui est roman était surtout tourné vers la France, tout ce qui est alémanique vers l'Allemagne et l'Autriche, et tout ce qui était italien vers l'Italie, de sorte que déjà par ces contacts, il y a eu beaucoup de collections, énormément de collectionneurs qui se sont faits. Je viens apprendre aujourd'hui par un spécialiste que le chiffre dans ces collections et aussi le chiffre, parce que c'était presque une continuation des donations au musée annuelles en Suisse, comme pour la bienfaisance, correspond à peu près à la somme qui sont données dans les autres pays voisinants pour la bienfaisance ou l'intérêt public. La même somme, dans un pays qui est donc 10 fois plus petit que les autres pays. Ça, c'est assez étonnant, ça aussi, je ne savais pas. Mais en tout cas, il y a aussi l'État qui est assez positif envers ces collectionneurs. Par exemple, il y a, sauf unidroit, n'est-ce pas, les restrictions de la Convention UNESCO, il y a le principe de la libre circulation. Il y a notamment pas de restrictions d'exportation. On peut aussi vendre, on peut acheter, on peut vendre. On est libre. Les autorités traitent les collectionneurs d'une façon assez généreuse parce qu'ils savent qu'un jour, ça reviendra dans le domaine public. Je vous ai déjà dit, les musées, la plupart sont privés, fondations, associations. Et alors, on participe. Hein. Si un tableau va dans un musée, c'est toujours à moi, mais c'est dans les mains de mon musée. Ça joue beaucoup de... il n'y a pas d'impôt d'héritage jusqu'ici. Il y aura une votation l'année prochaine. Alors là, ce serait la première fois. Je ne suis pas sûr, même si les impôts prévoient que 2%, 3% des Suisses payeront des impôts d'héritage seulement, n'est-ce pas, tous ceux qui ont plus que 2-3 millions à hériter. Et ce sera en profit de l'assurance vieillesse de 97%. Mais je ne suis pas sûr si le peuple suisse va accepter cette proposition. Ça, c'est très curieux. Mais pour le moment, nous n'avons pas d'impôt d'héritage, donc ça va de famille en famille. Mes tableaux vont à nos enfants, sont déjà d'ailleurs nos tableaux. Et puis, c'est comme ça, ça passe de famille en famille. Les enfants peuvent vendre pour acheter autre chose, mais il y a une tradition. Je crois que c'est... et puis, il y a aussi, n'est-ce pas, vous pouvez aussi déduire jusqu'à 20% des donations de votre impôt de revenus.
Donc l'État fait au fond tout pour créer un climat positif envers les collections. Et en même temps, il y a la motivation dont M. Bonnat a parlé, motivation qui sont pour tous. Et il y a encore la stabilité politique. Ça crée un environnement qui fait que dans un pays qui est aussi grand que le Paris, il y a 900 musées. 900 musées, la plupart des privés. Ouais. Est-ce que j'ai répondu? Oui. C'est une facture de ma grand-mère que vous voyez sur la photo. Et là, la grand-mère, il ne pouvait pas payer, mais il y avait l'oncle riche, c'est ce dont on rêve. Cet oncle, elle se faisait convaincre, et la grand-mère, il y a une petite lettre, dit « Voici la facture de Durand-Ruel sur 3 Renoir, tu n'as qu'à payer, hein, nous allons te l'envoyer pour payer. » Puis cette collection, quand il est mort, c'était d'abord sur la liste de Göring, parce que la collection était Paris. Et Göring avait déjà l'inventaire de toutes les collections, il voulait les séquestrer. Et nous avons heureusement pu déposer à l'ambassade suisse. Et que comme ça, on a pu sauver ces tableaux qui sont, après la guerre, revenus en Suisse, chez nous. Pour finir, une question à vous tous. Comment voyez-vous le futur de vos collections dans un propre musée, dans la famille, dans les mains d'autres collectionneurs? Monsieur Anne Lozère, vous avez déjà répondu partiellement à cette question, peut-être. Je vous donne la parole. Bon, une partie de la collection a été donnée à un musée privé, la Villa Flora à Winterthur, qui a eu quelques centaines de milliers de visiteurs ces derniers 18 ans. Maintenant, nous avons dû fermer parce qu'on ne peut pas maintenir ça, un tel musée, sans les subsides de l'État. Ce serait un peu difficile. Et puis, pour le reste, je suis de l'avis qu'on passe aux enfants sans interdiction, liberté totale. Et que les enfants fassent ce qu'ils veulent. Si vous avez fait, donnez un peu d'émotion et d'éducation avec les enfants, ils ne vont pas vendre pour acheter des Ferrari, hein, ou des yachts. Hein. Mais si vous avez malchance, alors ça change. Bien, ça c'est pour le futur. Ouais, Monique, tu peux protester. Non, moi je ne proteste pas. Nous avions un autre problème. Nous n'avons parlé jusqu'à maintenant que des tableaux, oui, des tableaux. Mais en fait, j'avais un père boulimique, et surtout, j'ai toujours pensé qu'il était extraordinairement ouvert. Il avait une espèce de talent de comprendre ce qu'exprimait une œuvre d'art, quelle que soit la culture dont elle émanait. Et c'est ainsi il a subi très douloureusement, si je puis dire, le choc de la grande crise de 1929. C'est pour ça qu'il est venu habiter à Paris, parce que c'était plus facile pour lui. Et à ce moment-là, il n'était plus question pour lui d'acheter des tableaux. Les tableaux qu'il avait aimés, qu'il avait commencé à collectionner, étaient hors de prix pour lui. Et il s'est intéressé parce qu'il avait, comme je vous dis, le goût de l'œuvre de l'homme. Il aimait au fond tout ce qui sortait de l'œuvre, ce qui était créé par l'homme. Il s'est mis à acheter des faïences populaires, françaises, italiennes, ce qu'on trouvait au puce un peu partout. Aussi beaucoup d'art ethnographique, car il avait pris l'habitude d'aller tous les samedis au marché aux puces, où il était attendu et il connaissait passablement de marchands qui mettaient de côté pour lui les choses qui lui semblaient un petit peu plus intéressantes. Et alors, il y avait un espèce de circuit qu'il pouvait faire. Il partait avec 2 valises l'une dans l'autre et il revenait avec les 2 valises pleines. Mais c'était évidemment des choses beaucoup plus accessibles, beaucoup moins chères, vous en doutez bien, que ce qui se trouvait normalement dans les grandes galeries.
Mais ça n'empêchait pas qu'il continuait à vivre, à visiter les grandes galeries aussi, il était au courant de tout. Et quelqu'un a dit au fond une fois qu'il n'avait pas une collection, qu'il avait une collection de collections, le deuxième au pluriel. C'était absolument ça. Alors nous avons été, avec mon mari, lui, quand il est arrivé à Soleure, où je vivais donc avant mon mariage, il est arrivé dans une maison qui était bourrée d'objets, d'antiquités, de choses rares, à ses yeux, étonnantes. Et puis il y avait ces tableaux aussi. Et tout ça, ça se mélangeait d'une façon assez harmonieuse parce que mon père avait le sens de l'accrochage. Il faisait ça d'une façon très architecturée, il remplissait les vides, n'est-ce pas, il avait horreur du vide, mais c'était au fond toujours une espèce de, comment dirais-je, de dialogue qu'il arrivait à créer entre les objets et les tableaux et éventuellement la courbe d'une sculpture qui reprenait quelque chose que l'on voyait dans un tableau, qui s'exprimait peut-être dans une arme africaine, qui avait aussi quelque chose de relatif à cet intérêt. Et tout ça était quelque chose d'extraordinairement, comment dirais-je, constructif. J'ai eu la chance aussi très tôt d'aller dans des pays africains. Et il m'en est resté un amour de cet exotisme, pas l'exotisme bon marché touristique, mais véritablement cette profondeur, cette réalité africaine. Toujours est-il, quand il est arrivé dans cet endroit, un peu étonnant à Soleure, mon mari, qui venait me demander ma main, a eu pitié de moi. Il s'est dit, mon Dieu, la pauvre fille, elle vit dans un intérieur épouvantable, tous ces fétiches, ces clous, oh, quelle horreur, je vais la sauver de ça, et hop, il a voulu m'épouser. Bien. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que ces objets qui viennent de loin sont des objets qui sont chargés de charisme. Ils ont énormément de puissance, de magie. Et sans savoir, il s'est fait attraper par ça. Il a littéralement été envoûté et c'est devenu un des plus grands collectionneurs d'art africain et d'art océanique et toutes ces choses qu'il s'imaginait. Ce qui nous a choqués ensuite, c'est que justement, nous n'aimions pas seulement les objets qui étaient produits par des civilisations lointaines, mais nous aimions aussi les gens que ça représentait. Et c'est ainsi que mon mari a eu l'idée, un peu saugrenue, de créer un musée. Ce musée a maintenant 35 ans d'existence. Il y a peu de visiteurs, mais les visiteurs sont en général des gens qui sont des convaincus, des passionnés, parce que nous avons montré non plus ce que montraient les musées ethnographiques, c'est-à-dire des choses qui venaient forcément, qui étaient authentiques, qui venaient de pays lointains, mais nous avons voulu avant tout montrer des objets qui représentaient un sens esthétique. Nous nous sommes aperçus d'ailleurs, il y a une grande querelle à ce sujet qui évidemment s'est créée entre les ethnologues professionnels et les gens qui, comme nous, prétendaient comprendre simplement un objet parce qu'il leur parlait, parce qu'il y avait là une espèce de miracle dans l'équilibre des formes, dans la manière, dans la qualité du travail, la manière aussi dont tout ceci vivait dans l'espace. Eh bien, nous avons voulu, au fond, essayer de rendre compte de la grande culture, de la grande qualité de sensibilité, de créativité qu'avaient ces peuples, et ceci indépendamment, si vous voulez, justement, de toutes les questions sociologiques, toutes ces questions raciales, toutes ces questions de tradition. Nous avons voulu laisser en quelque sorte parler avant tout l'art. Alors, encore une fois, ça n'est pas le genre d'activité qui a une grande répercussion, un grand succès de foule. Mais malgré tout, grâce à l'obstination de mon mari, et puis il y a quand même eu une réponse toujours, petit à petit. Nous avons donc fait passablement d'expositions dans des pays limitrophes comme la France. Je ne sais pas si vous le savez, mais enfin nous avons eu beaucoup d'expositions à Paris, à la Fondation Bismarck, à la Fondation maintenant au Quai Branly, mais enfin aussi chez Jacques Marandré, enfin à différents endroits. Et nous avons été parce qu'il y a eu à un certain moment une période où cette
comment dirais-je, cette passion de mon mari a trouvé un écho en Amérique grâce à la concordance de certaines recherches que faisaient les artistes européens ou américains, enfin contemporains, et justement cette inspiration qu'ils pouvaient trouver dans ces objets qui venaient de très loin. Et c'est ainsi qu'il y a eu, nous avons pendant plusieurs années pu bénéficier d'installations qui existaient en Amérique, qui ne le sont plus malheureusement, mais c'était des organismes qui étaient, qui travaillaient sans faire de bénéfices, mais qui avaient le répertoire de tous les musées qui étaient susceptibles de reprendre une exposition qui avait été créée quelque part, en Suisse par exemple, et qui ensuite allaient voir comment ces collections qui voyageaient avec un catalogue et toute une installation possible, mais enfin encore fallait-il en prendre soin, comment ces collections étaient installées dans les différents musées. Et c'est ainsi que nous avons eu plusieurs fois des expositions qui ont fait le tour de l'Amérique, d'une dizaine de musées, qui étaient à chaque fois, au fond, une ouverture, qui ont montré aussi au public américain, vous savez, c'était particulièrement important, la qualité de la création africaine de gens qui n'avaient pas la même culture. Et ça, c'est peut-être une chose dont je suis le plus fier, parce que je crois que l'attitude que nos peuples avaient vis-à-vis de gens qui n'avaient pas le langage écrit, eh bien, ces gens-là ont appris quelque chose véritablement, et ça a été très important. Et le futur? Le futur, eh bien, ce musée-là, je crois que mes fils, qui ne s'étaient jamais intéressés jusqu'à maintenant à ça, voyant que le terme approchait, il y en a 2 qui se sont dit finalement capables, intéressés à continuer. Donc ça, c'est une première chose. Par contre, les tableaux, là, nous sommes comme Bernard, nous leur laissons tout choix de faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est une partie de la culture, si vous voulez, qui est suffisamment forte, suffisamment représentée pour que chacun ait son opinion à ce sujet. Et il y en a qui certainement parleront à mes fils et qu'ils auront envie de voir. D'un autre côté, vous savez, avoir des tableaux chez soi, avoir des objets de collection chez soi, c'est aussi beaucoup de sacrifices, plaisanterie mise à part, parce que ça veut dire que vous devez quand même regarder comment tout ceci se conserve, faire attention à ce que ce soit bien entretenu, il y a quand même des gestes maladroits, il faut faire attention à la poussière, il faut faire attention à la lumière, pas trop de lumière sur les aquarelles, n'est-ce pas, des choses de ce genre. Il y a tout un apprentissage à faire. Mes enfants le feront ou ne le feront pas, et ils s'achèteront peut-être la Ferrari, ça m'étonnerait. Ils l'ont déjà, n'est-ce pas? Pardon? Oh non. Monsieur Brunner. Oui, moi je suis dans une situation un peu différente probablement, et je pense d'ailleurs que tout le monde est dans une situation différente, mais j'estime que les 2 collections que j'ai constituées, enfin les 2 collections importantes que j'ai constituées, la collection de dessins et la collection de livres, auraient été impossibles à constituer si les collectionneurs du 18e, du 19e et du 20e siècle n'avaient pas vendu leur collection. Et quand on essaye de retracer le pédigré d'un dessin, ceux que vous avez montrés, je peux vous dire tous les propriétaires qu'ils ont eus depuis qu'ils ont été, peut-être pas le parmesan, mais le boucher, je peux vous dire tous les propriétaires qu'il a eu depuis qu'il est sorti de l'atelier de boucher. Et les collectionneurs vendent, et j'estime que si toutes ces choses entraient dans des fondations, dans des musées, d'abord on ne les verrait pas toutes, parce que, par exemple, ma bibliothèque, l'essentiel de ma bibliothèque est présente à la Bibliothèque nationale, donc ça n'a aucun sens de leur donner des doubles. Et ensuite, il faut que le marché de l'art existe, parce que si le marché de l'art n'existait plus, si toutes ces collections disparaissaient, au fond,
On pourrait continuer à les voir, mais je crois que le marché de l'art est absolument essentiel et mon projet, c'est en tout cas pas d'empêcher, je ne suis pas sûr que c'est moi qui le ferai parce que maintenant je vis pour ça, donc je vais pas vendre mes collections demain, mais je souhaite qu'un jour elles soient vendues si elles n'intéressent. Alors s'il y a un de mes enfants qui tout d'un coup, c'est un de mes 4 enfants qui tout d'un coup se trouvait une passion pour l'une ou l'autre chose, bien sûr il pourrait les garder, mais je ne pense pas que ça sera le cas, je pense qu'elle sera vendue. Je pense qu'elles seront vendues toutes les deux. Je vois l'heure et je constate que, Madame, Messieurs, votre enthousiasme nous a emportés et on m'a fait signe de faire la clôture de l'intervention que je vais faire maintenant et je vous propose, je pense que Madame Barbier-Muller, Monsieur Andloser et Monsieur Bonnat seront peut-être aussi à disposition pour les entretiens bilatéraux s'il y a des questions de votre part. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous une agréable après-midi. Merci beaucoup. Est-ce que peut-être